Bonjour tout le monde, re-bienvenue à DG de Salon. J'accueille mon grand chum, Madani, comment ça va? Ça va super bien, Hugo. J'ai bien hâte aujourd'hui, c'est spécial pour moi. Oui. Ben, parce qu'il faut comprendre, on va mettre en contexte les gens qui nous écoutent. Madani était un gros fan de Prospect depuis longtemps. Moi, ça m'intéresse, mais depuis beaucoup moins longtemps que toi, puis ma préparation ne se compare pas à la tienne. Puis ça fait quelques semaines là, que tu me parles de ton ranking, là, ton classement des prospects. Puis là, je veux parler des espoirs, je veux regarder ça, on va en parler dans le podcast. Puis on s'est dit qu'aujourd'hui, c'était la journée. Fait que moi-même, je suis excité. Tu deviens un peu mon Simon Snake Boisvert pour l'épisode d'aujourd'hui. Je te laisse commencer. Écoute, parle-nous un peu de ta méthodologie. Qu'est-ce que tu as fait? Quels ont été les critères qui t'ont permis d'établir ton classement? Ouais, ben aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai préparé un top 10. C'est pas un top 10 de mock draft, donc c'est pas ce que je prédis que ces joueurs-là vont sortir, quoique ça va être sûrement similaire. Ouais. Mais c'est mes 10 prospects favoris, donc les 10 joueurs que je pense vont avoir le plus grand impact dans la Ligue nationale. La façon que mes critères, c'est quel joueur, je vais évaluer le plancher et le ceiling, comme on dit en anglais, des joueurs. Ouais. Puis, le plafond, là. Ouais, le plafond, exactement. Ouais. Puis je vois, je mets ça en contexte, c'est bon d'avoir un bon plancher, c'est bon d'avoir un bon plafond, mais il y a certains joueurs qui n'ont pas de plafond aussi haut que d'autres. Donc je compare ça un peu, puis je dirais... C'est ta liste. Si toi... T'es recruteur dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Voici le gars que tu repêches premier, voici le gars que tu repêches deuxième. Okay. C'est sûr que ça change pour les équipes parce qu'ils ont certains besoins. Par exemple, une équipe peut avoir vraiment besoin d'un défenseur droitier. Imagine que tu as une équipe. Toi, équipe d'expansion. Nouvelle équipe. Quel joueur je veux dans mon équipe? Parfait. J'ai fait de mes 10 premiers. Éventuellement, j'aimerais ça sortir peut-être un mock draft de qui je pense sortir où pour la première ronde au complet. Mais on n'est pas rendu là, c'est le repêchage quand même dans 3 mois. Ouais, ok, parfait. Ben écoute, parle-nous de ton... Tu veux commencer par le 10, j'imagine? Ou comment tu veux faire ça? Je veux commencer par le 1. Ok. Regardez pour le 10 pour la fin, ça se gâte un peu plus vers la fin. Au début, c'est plus... Moi, je trouve que le premier est quand même un débat, là. Ben, moi, je trouve, le plus que tu regardes ça, au début, moi, le débat, c'est entre Ivor Stenberg et Gavin McKenna. On va pas se le mentir. Non, c'est ça. Mais il y en a un qui est suédois, puis l'autre qui est canadien. Ouais, mais le plus qu'on regarde ça, moi, je pense que... Moi, j'ai pris premier Gavin McKenna. Tu peux pas manquer sur Gavin McKenna. Ben oui, tu peux manquer parce que il y a des intentions dans son jeu qui peut-être qu'il manque en termes de chien, à faire comme ça, qui t'aime moins. Ben, il y a du chien, là. Il est dans les bars, c'est ça. Il punch, je sais pas trop, là, finalement. En tout cas, c'était comme une joke. Ouais, c'est ça. Mais c'est tellement un joueur... Fait que toi, c'est ton numéro 1. Mon numéro 1, c'est Gavin McKenna. Il irait présentement à Vancouver, ce qui ferait dans ma tête beaucoup de sens. Ouais. OK. Fait que c'est drôle. Ben, je vais te laisser. Parle-moi un peu de Gavin McKenna, puis après, moi, je vais parler un peu de comment moi je vois cette espèce de duel-là, McKenna puis Stenberg. Là. Donc, McKenna, c'est un ailier gauche qui évolue en ce moment à Penn State dans la NCAA. Il a un gabarit de 6 pieds, 170 livres selon Elite Prospect. Donc, tous mes gabarits, j'ai noté selon Elite Prospect. 6 pieds 170 livres. Cette année, il a fait en 35 matchs, 15 buts, 36 passes pour une récolte de 51 points. Ouais. Donc, c'est considérant que ce qu'il a fait l'année passée dans la WHL, on s'attendait peut-être à une plus grande production de sa part, mais à la fin de match, il a fini avec 19 points à ses 10 derniers matchs. Donc, ouais, parce que Penn State est éliminé, là. C'est ça? C'est fini. Ouais, c'est fini. Ouais. Ben oui, parce que là, je voulais parler de ses statistiques juniors, là, parce que c'est incroyable. Ouais. 129 points à 56 matchs l'année passée. Ah, son année de draft -1. Ouais, c'est ça. L'année de repêchage -1, fait que son année de 17 ans, je pense. Ouais, ben parce qu'il est late. Ouais, il est 18 en ce moment. Mais ça aurait été son année de 16 ans. Ouais. Quand même. Puis il avait amené cette équipe-là au championnat de la Coupe Memorial. Ouais. Ils n'ont pas gagné, mais je pense qu'ils ont perdu en finale. En tout cas, ils ont participé à la compétition. Puis il avait surpris plusieurs personnes. Ben écoute, là, on s'entend, là, 3... Ben, moi, si McKenna était 97 points en 61 matchs l'année d'avant, fait qu'il avait 15 ans. Ben, il avait 16 ans, mais c'est l'année de 15 ans. Ouais. Puis après ça, 129 en 56. Puis comme tu as dit, là, 51 à 35. Puis une très bonne performance. Il y a eu un match de 7 points à un moment donné, je pense, contre Ohio State, ou en tout cas quelque chose de même. Puis... ça a l'air qu'il a très bien fini depuis la saga du bord, le coup de poing dans le bord. Fait que, OK, Gavin McKenna,
c'est ton numéro 1. Ouais, puis moi je pense que même si Gavin McKenna était disponible l'année passée, il serait passé avant Schaefer. Tu sais, c'est un talent qu'on considérait. Si Gavin McKenna était éligible au repêchage. Hey, clip, date là, mon Dieu. Hey, toi tu prends. Mais en date d'aujourd'hui. Non, là, pas en date d'aujourd'hui. Toi tu parles de l'année passée. L'année passée, si Gavin McKenna était éligible au repêchage, tu aucun doute dans mon esprit, on le prend premier au total. Aucun doute dans mon esprit. Mais je le sais pas. Parce que Schaefer avait vraiment impressionné aux mondiaux. Ouais, mais il avait joué 2 matchs aux mondiaux. Il avait joué, je pense, dans l'année. Fait qu'il y en avait qui avaient des doutes un peu sur son état de santé. Parce que justement, on disait. T'en as juste pas assez vu. Mais l'année passée, c'était comique parce que au départ, on partait avec le Big Four. T'avais Schaefer, Misa, Morton puis Higgins. Là. On disait, on sait pas encore qui va sortir premier. Puis c'est comme si les 3 ont déçu et Schaefer, vu qu'il s'est blessé, il a pas eu le temps de décevoir personne. Moi, c'était un peu ma lecture. Mais on l'avait trouvé très impressionnant au championnat mondial junior. Puis il y en avait qui disaient, on a vu ce qu'on avait à voir. Mais il y a un risque. Écoute, le gars avait pas joué depuis des mois. Puis on le repêche premier au total. Non, mais en date d'aujourd'hui, je prends Matt Schaefer avant McKenna all day. Mais toi, tu penses que l'année passée, il aurait été pris avant? Puis je suis convaincu. Il y a rien qui peut changer mon avis. Ça fait un peu de sens à cause de la blessure à Schaefer. Mais je pense que si Schaefer n'avait pas été blessé... McKenna était considéré comme générationnel. Là, cette année, il a déçu un peu. OK. Tout de suite, en sortant de son... 129 points en 56 matchs, ça n'a aucun sens. OK, intéressant. OK, parle-moi de le plafond, le plancher, quel genre de joueur tu vois. Peut-être que, je sais pas si tu as noté un comparable, un genre de gars je n'ai pas fait un pour tout le monde, mais pour McKenna, moi, je vois vraiment des shades de Nikita Kucherov. La manière qu'il contrôle la rondelle puis qu'il est capable de ralentir le jeu, attirer les joueurs sur lui puis faire la bonne passe. Lui, il excelle dans son deception, comme on dit en anglais. Mais il est bon pour faire ça sans trop bouger. Fait il patiente, il bouge pas, puis il attend que le jeu s'ouvre devant lui. Les défenseurs, ils bougent, ils reculent. Puis là, ça donne l'espace pour faire ses jeux, pour tirer, faire des passes. Puis il est extrêmement créatif. Là. De loin, le gars le plus créatif du repêchage. Il a des méchantes mains. Stenberg, il est là avec lui, mais il n'est pas au même niveau que Gavin McKenna. Ils sont pas au même niveau. Puis il faut le dire, moi, je trouve qu'on est sévère envers McKenna. Là, c'est sûr, parce que les attentes sont tellement hautes. Oui, mais il y a quand même 51 points en 35 matchs avec Penn State. Mais tu sais, dans la NCAA, les gars sont plus vieux que dans le junior. Là. Fait que déjà, en partant, ils jouaient contre des gars plus vieux. C'était un peu plus physique aussi comme style de jeu. Mais il faut... Moi, en tout cas, je pense qu'il faut revenir un peu à ça. Sa performance au championnat mondial junior, parce que moi, j'ai regardé ça. Puis j'entends souvent des gens parler dans les médias là, que, McKenna, dire que McKenna avait été bon, il avait accumulé des points au championnat mondial junior, mais il n'avait pas été si bon que ça. Puis moi, je suis pas d'accord du tout avec cette analyse-là. Pour moi, je veux dire, il y avait Michael Age puis il y avait Gavin McKenna, puis c'était les deux meilleurs de loin de l'équipe canadienne. 100% d'accord avec toi. Puis Michael Age, on est bien content de l'avoir à Montréal, puis on se dit ça va être un bon joueur, un gars qui va pouvoir jouer dans le top 6. Puis, tu sais, je pense qu'il était plus dominant que McKenna, mais je veux dire, McKenna était son bras droit, son acolyte. Puis McKenna est plus jeune, là. Il y a quoi? Il y a 1 an ou 2 ans de moins? 1 an? 2 ans selon les repêchages. C'est ça, 2 ans. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que Michael Age, c'était pas l'année passée, c'est l'autre d'avant. Ouais. Fait qu'il y a 2 ans de moins en termes de repêchage, si on se fie aux années de repêchage, que Age... À un moment donné, il faut respecter ça. Là. Fait que moi, je trouve qu'on est sévère. C'est Caleb Desnoyers, on le vantait beaucoup l'année passée. Ouais. En tout cas, tous les deux, on n'est pas le plus grand. On n'est pas convaincus sur Caleb. Mais l'année passée, on l'aimait bien, les deux. Là. Ouais. Puis ça a été il a commencé lentement cette saison, mais il a bien fini. Ouais. Il rentre en série comme c'est la meilleure équipe de loin dans les Ligue majeure du Québec. Moi, j'entends beaucoup parler des Saguenay. Du moment qu'ils ont fini premier. Ouais. Puis, ça va jouer entre les autres. Je regarde pas assez la Ligue majeure du Québec. Moi non plus, mais je sais que ça a l'air qu'ils sont bien forts, les Saguenay. Mais tout ça pour dire que je veux revenir, c'est ça, à McKenna puis à Caleb Desnoyers. Caleb Desnoyers, il y a 1 an de plus que McKenna. Puis, tu sais, on l'a pas vu au championnat mondial. Mais c'est pas le joueur. Fait que je trouve qu'on est comme. Caleb Desnoyers, c'est quand même un 4e choix au total. C'est pas pareil. Il y a 1 an de plus. Tu n'as pas repêché Desnoyers pour faire 100 points dans la Ligue nationale. Je comprends. Mais il aurait pu se démarquer plus. Là. C'est quand même un 4e choix au total. Puis il jouait contre des kids de 17 ou 18 ans. Le trio à Desnoyers a pas mal fait dans le plus que le tournoi avancé. Non, mais je comprends. Mais mon point, c'est de dire. McKenna jouait contre des gars qui étaient plus vieux que lui. Ouais. Puis il dominait. Desnoyers jouait contre des gars de son âge.
Puis il dominait pas autant que McKenna. C'est ça, mais c'est pas le même style de jeu. Je suis Denoyer, d'accord. il n'y a pas le contrôle de rondelle de McKenna. Je suis d'accord. Puis ayant Je ce suis contrôle d'accord. de rondelle-là, McKenna, ça permet de dominer. Je comprends. Je comprends. Mais moi, mon analyse, c'est que, considérant son âge et sa performance au championnat mondial junior, je suis surpris qu'on n'accorde pas autant de valeur à ce qu'il a été capable de faire durant ce tournoi. C'est uniquement à cause que les attentes étaient tellement hautes. Ouais. Mais le monde sont déçus parce qu'il n'y a pas. Les attentes étaient tellement hautes qu'il n'a pas pu. Tu sais, Tejegenla, qu'on adore tous les deux. Puis toi, t'as dit que il y avait Frondel et Egenla. C'est les deux meilleurs prospects qui parlent nationale. C'est ça, les deux meilleurs espoirs qui n'auraient pas encore joué dans la Ligue nationale. Frondel, oui, puis il y a 2 points en 3 matchs, quelque chose de même, au moment où on enregistre ça. Mais Egenla était moins dominant que McKenna. Oui, mais il était bon. C'est pas ça que je suis en train de dire. Non, mais c'est pas le même. Encore une fois, c'est difficile de comparer parce que McKenna, il s'implique beaucoup moins dans les autres aspects du jeu que les autres joueurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions autour de lui. Je suis d'accord. Mais il y a 1 an de moins que les gars, là. Ouais. Puis il était hot en maudit. Fait que moi, je trouve qu'on est sévère. T'sais, le gars, il fait ça à son année de repêchage -1, là. Fait que son année de 17 ans. Ouais. Puis écoute, c'est quand même le 2e meilleur pointeur de l'équipe canadienne. Il y a des gars de talent là, partout autour. Là. Fait que, en tout cas, moi, c'est ça ma parenthèse. Je trouve qu'on est sévère sur McKenna. Je suis d'accord avec toi. Puis moi, je pense que quand tu vois un talent offensif autant dominant, tu peux pas ne pas le prendre. Tu peux pas ne pas le prendre. Tu peux pas prendre Harry Stenberg une saison exceptionnelle. C'est un excellent joueur, mais tu peux pas. Tu penses que tu vas le regretter de passer sur un joueur comme McKenna. Fait que pour toi, est-ce que tu dirais, parce que, en tout cas, c'est ce qu'on entend souvent, que McKenna aurait un plus haut plafond que Stenberg, mais que Stenberg aurait un plus haut plancher? Ouais. Ben, je dirais que le plancher des deux est extrêmement haut. C'est deux joueurs tellement talentueux que je peux pas voir McKenna ni Stenberg ne pas avoir de succès en Ligue nationale. Les deux, c'est des choix numéro 1. Ouais. McKenna, je pense que son potentiel offensif est juste tellement plus haut. Mais si tu prends un joueur qui est plus complet, c'est Stenberg qui est complet. Il fait, quoi que c'est un ailier, donc c'est pas un centre, normalement tu cherches un premier rang. C'est un ailier. McKenna, non. Non, les deux c'est des ailiers. Ouais. C'est McKenna, mais tu sais, moi, la comparaison de Kucherov, je l'adore. C'est vraiment. Est-ce qu'il va être capable. Ta comparaison pour Stenberg? Mais Stenberg, j'ai pas vraiment de comparaison. C'est juste un joueur, c'est un ailier, 6 pieds, 181 livres. Donc il ne domine pas avec sa physicalité, mais il excelle dans tout. C'est un joueur qui est complet. Défensivement, il est solide. C'est un gagnant. C'est un gagnant. Mais offensivement, il a un bon patin, il a un bon lancer, il est créatif, il est patient. Il a des bonnes mains. Donc, c'est un joueur qui est complet. Puis que il n'y a pas de genre, il est pas bon là-dedans. Moi, je peux pas voir un monde où Ivor Stenberg ni Gavin McKenna n'excellent pas dans la nationale. Ouais, ok, intéressant. Moi, je vais dire un peu ma lecture de la chose parce que c'est un débat qui anime les discussions depuis longtemps. Puis j'essayais, moi, de savoir où je me situais là-dedans. Là. Moi aussi, je pense qu'en date d'aujourd'hui, je prendrais McKenna. Fait que je suis d'accord avec toi. Pour un peu les mêmes raisons que celles que tu as énumérées, c'est comme si. Tu sais, McKenna, bon, il est un peu plus faible physiquement, puis des fois, il peut être désengagé dans sa zone défensive. Il va pas nécessairement gagner des batailles. Tu sais, il y a des lacunes au niveau de l'engagement, des inquiétudes au niveau de l'engagement puis du jeu défensif. Mais le gars, tu sais, il a 18 ans, je me dis peut-être que si tu l'encadres bien, il a un bon entraîneur, c'est quelque chose qui peut travailler. C'est un gars qui est intelligent, là, il est très créatif. Fait que il y aurait moyen de travailler sur ces lacunes-là. Puis après ça, le potentiel offensif est énorme. Fait que je me dis, peut-être que ton premier choix au total, tu veux que ce soit le gars le plus talentueux du draft, puis tu peaufineras après ce qu'il a travaillé. Tu regardes les plafonds, ce repêchage-là, il n'y en a pas un qui s'approche. C'est ça. Mais je trouve qu'en même temps, c'est peut-être aussi sous-estimer le travail défensif, de dire, on peaufinera après. C'est sûr, on ne sait pas vraiment comment ça va se développer. C'est tellement important d'avoir un joueur qui est capable de marquer des buts à volonté. C'est rare, il n'y a pas toutes les équipes qui ont ça. Les équipes qui gagnent la Coupe Stanley, ils ont tous des joueurs comme ça. Puis tu regardes Kucherov, il a gagné 2 Coupes Stanley. Là. C'est un joueur extrêmement similaire. Si tu l'entoures bien, même si son jeu défensif, il n'est pas nécessairement. Il devait jamais. Kucherov enlève-y 2 Coupes Stanley, je sais que c'est un gros aussi. Là. Ouais. Mais mon Dieu, qu'on n'a pas la même conversation. C'est sûr, parce que c'est un gars qui est quand même très nonchalant. Super beau travail à Tampa. Ils l'ont bien entouré. Puis ils ont permis d'avoir du succès.
Puis si tu fais la même chose avec McKenna, puis tu mets avec 2 bons joueurs, tu es capable. Non, ben va c'est être ça. Moi aussi, j'ai un peu exceptionnel. cette lecture-là. Tu sais, je me dis, si tu prends pas McKenna, puis finalement, il te fait 120 points par année parce que son talent brut est tellement fort, tu vas le regretter. Pour moi, si j'avais à miser de l'argent, là, je mettrais énormément sur McKenna premier au total. Ouais, c'est ça. Pour moi, je suis sûr qu'il sort premier. Mais l'autre, tu sais, qui est plus complet, ça correspond plus à mon style de joueur. Mais c'est pas comme puis... si c'était il reste petit. C'est pas un joueur dominant non plus. Ouais. Ben, oui, il a le potentiel d'être dominant. On va parler de juste laisser statistiques parce que j'ai ici. Il y a 33 points en 43 matchs. Ouais, son gabarit, il fait 6 pieds, 181 livres. Donc c'est ça, c'est pas le plus gros. Non, c'est ça. C'est 10 livres de plus que McKenna. Là, mais il faut aussi. C'est important. Je regardais un peu. C'est 33 points en 43 matchs dans la SHL. C'est une ligue professionnelle en Suède. C'est une des top 3 ligues au monde. C'est du hockey exceptionnel. Top 3 ligues au monde. Non, là, par contre, en tout respect, mais la Ligue américaine et la KHL, c'est plus fort que la SHL, ça ressemble à la Ligue américaine en tant que calibre. Je suis pas sûr, moi. Mais pour moi, c'est similaire. C'est top 4, si tu veux. Je vais pas me signer là-dessus. Mais c'est sûr que c'est meilleur. Mais c'est une saison historique. C'est une des meilleures saisons d'un draft. J'ai pas les statistiques exactement, mais c'est une des meilleures statistiques, des meilleures saisons en termes de points pour un joueur éligible au repêchage. Dans cette ligue-là. Non, faut respecter ça. Puis il a gagné le championnat mondial junior. Puis comme il a performé. Il est très complet. Puis moi, ça, c'est... Normalement, je me retournerais plus vers un gars comme Stenberg si c'était pour on va dire une sélection d'équipe nationale ou quelque chose dans ce genre-là. Fait que j'y vais un peu à contre-cœur quand je dis que je prendrais McKenna premier parce que je le sais que tu sais, moi, ça me fatigue, là, les joueurs qui sont pas assez engagés défensivement, qui perdent des batailles. Tu sais, les Mitch Marner de ce monde, j'en ai parlé dans le podcast, puis ça fait des années, là, Madani, qu'on se parle de Mitch Marner, puis de moi, évidemment, qui trippe pas dessus. Mais fait que je me dis, est-ce que McKenna, c'est un autre joueur dans ce genre-là? Est-ce que moi, je serais à l'aise de repêcher ça? Mais en même temps, tu te dis, tu sais jamais, si tu le prends pas parce qu'il est pas assez bon défensivement, mais que finalement, il se retrouve, je sais pas, là, je vais regarder qui aurait le deuxième choix, c'est Chicago. Il se retrouve à Chicago. Puis ça serait déjà pas pire avec Bedard puis McKenna, là, quand même, faut le dire, au centre puis à l'aile. C'est ça. Puis là, il se retrouve à Chicago, puis tu sais, Joel Kenville fait du bon travail avec lui pour le développer. Joel Kenville est rendu à Anaheim. T'as vraiment raison. Oui, j'ai eu une petite crampe au cerveau. C'est qui est à Chicago, là? C'était parce qu'il y avait Luke Richardson, mais il est plus là. Je suis pas sûr qu'il est rendu à Chicago. Bon, je vais regarder. Mais tout ça pour dire, si on est capable de le développer comme du monde... Puis finalement, ça devient un gars qui, sans être nécessairement élite, là, à la Nick Suzuki, par exemple, dans sa zone défensive, ben, s'il fait juste du bon travail défensivement, puis il te marque 110 points par année, puis que Stenberg, à l'inverse, est peut-être un peu plus complet sur 200 pieds, mais il t'en fait 70. Moi, je vois pas Stenberg être un joueur de 100 points dans la nationale. Non, c'est ça. Moi non plus. Puis je le vois être un contributeur dès qu'il rentre dans la Ligue nationale. Je sais pas s'il va retourner ensuite pour une autre année l'année prochaine ou il va venir directement dans la Ligue nationale. Mais dès qu'il va rentrer, il va contribuer. C'est sûr. Son talent est là. Il est prêt. Il joue une game pro. Tu le vois dans la SHL cette année. Puis comme tu dis, il est plus complet. C'est Jeff Blashill à Chicago? C'est Jeff Blashill à Chicago. Okay. Fait que, je sais pas si nécessairement c'est... Il est pas reconnu nécessairement. Pour être un gars qui développe particulièrement bien, mais écoute, il faut lui donner le temps. Il vient d'arriver aussi. Exact. Mais c'est ça. Fait que moi aussi, je prendrais McKenna. Mais je sais pas si ça te surprend parce que tu sais un peu quel genre de joueur. Moi, je suis pas surpris. Pour moi, genre, le débat Stenberg-McKenna, moi, je suis comme pas tant d'accord d'avoir un débat. McKenna, pour toi, son potentiel offensif est tellement élevé que t'as pas le choix. C'est parce qu'à quelque part, ça va probablement être plus facile d'améliorer le jeu défensif et le jeu physique de McKenna si on l'encadre comme il faut que d'améliorer le jeu offensif ou le potentiel offensif. Parce que McKenna, il y a les intangibles offensifs que 99% des joueurs de la Ligue nationale ne développent jamais. Non, ce gars-là contrôle la rondelle. C'est un magicien. C'est un magicien avec la rondelle. Puis sa vision du jeu, c'est exceptionnel. Il a peut-être top 10 dans la Ligue nationale dès qu'il rentre là. Moi, quand je l'ai vu au Mondial Junior, puis comme je te dis, moi, je gardais en tête qu'il y avait un an de moins que tout le monde. Il m'a vraiment impressionné. Fait que je comprends. Fait que toi, tu y vas. Fait que pour toi, McKenna premier, Stenberg deuxième. C'est drôle. Moi, en tout cas, je trouve
du moins dans les médias, il y a beaucoup, là, c'est beaucoup un débat qu'on entretient. Là, il y en a qui aiment mieux Stenberg, il y en a qui aiment mieux McKenna. Fait que, quand tu dis pour toi, c'est pas un débat, je trouve ça fascinant de voir à quel point t'es catégorique. Ouais, mais en plus, mais dans ma tête, ça a pas l'air aussi clair, j'y ai pensé pendant plusieurs semaines. Dans ma tête, il y avait un grand débat, même il y a 3 semaines. Ouais. Mais le plus que j'y pensais, le plus que je suis genre, tu peux pas ne pas le prendre. T'sais. Stenberg, il est là, on peut passer à autre chose, là, mais tu peux pas manquer. À cause du talent. Ouais. Ok, parfait. Ouais. Troisième. Passons au troisième. Donc moi, je vais faire une préface que mon 3 à 5 sont quasiment interchangeables. Okay. C'est du joueur du même calibre, mais au troisième rang, je suis allé avec Keaton Verhoff, défenseur droitier, 6 pieds 4, 212 livres. Il évolue dans la NCAA pour l'Université du North Dakota. En 34 matchs cette saison, il a fait 6 buts, 14 passes pour un total de 20 points. Donc moi, Verhoff, ce que tu regardes, c'est un défenseur on l'a vu au Monzo Junior, il n'a pas fait grand-chose, il a joué sur une troisième paire, il joue comme 7e défenseur. Mais il est plus jeune. Je te coupe encore, mais ça met en perspective à quel point c'est impressionnant d'avoir McKenna dans ce rôle-là, puis de le voir aussi dominant que ça. Parce que Verhoff, que toi tu places troisième, puis il y en a plusieurs qui le placent troisième aussi. Ouais. T'sais, il est dans un rôle beaucoup plus marginal, alors que McKenna, qui a le même âge que lui, puis qui va être repêché seulement 2 rangs plus haut, là, c'est pas on parle pas de Verhoff qui va être un choix de 2e round, là, c'est un 3e choix au total, selon plusieurs mock drafts. C'est presque consensus. Là, écoute, encore une fois, ça démontre à quel point ce que McKenna a fait au championnat mondial. C'est impressionnant. En tout cas, moi, c'est ça que je pense. OK, fait que Keaton Verhoff, tu places troisième. Moi, en tout cas, j'ai pas entendu dire que c'était unanime comme sélection. Non, mais il est dans le range de 3 à 5. Il ne descendra pas passer ces choix-là. Verhoff, c'est un grand défenseur qui utilise bien son corps, il a un excellent lancer, puis il a un bon flair offensif. Ouais. Donc, c'est un joueur que, pour moi, il y a 2, peut-être 3 défenseurs qui ont le potentiel d'être un premier défenseur de la Ligue nationale. Verhoff en est un. Moi, je l'ai pris 3e avant des gars comme Albert Smith puis Carson Karels. Parce que Chase Reed. Parce que je vois son plafond plus haut que tous les autres. OK. C'est le plus gros que gabarit. Chase Reed a quand même... Il y a un plafond qui est bien intéressant. Pour moi, Verhoff, avec son gabarit et son potentiel offensif, les questions par rapport à Verhoff, c'est... 6 pieds 4, 212 livres. Là, quand même. Mais les questions par rapport à Verhoff, c'est son patin et son jeu défensif. Son jeu défensif n'est pas atroce, son patin n'est pas atroce non plus, mais ils sont à travailler. Il se fait brûler de temps en temps. Des fois... Quand il se fait brûler, il se fait battre, tu veux dire? Battre de vitesse. Brûler de vitesse, Puis c'est ça. Puis défensivement, son bâton n'est pas parfait. Donc ça, c'est des affaires qui a peaufiné, mais son flair offensif avec cette taille-là, 6 pieds 4, 212 livres, son lancé est foudroyant. Droitier. Ça aussi, c'est une commodité rare dans la Ligue nationale. Donc moi, je vois Verhoff comme un potentiel de premier défenseur dans la Ligue nationale. Puis son plancher, il est pas mauvais non plus. Il est solide. Puis moi, j'ai une comparaison pour lui. Il me fait penser un peu à Noah Dobson quand je regarde jouer. Donc, Keaton Verhoff. Il me fait penser à Noah Dobson. Noah Dobson, d'ailleurs, je fais une autre petite parenthèse, puis après on arrêtera le bloc, là, parce qu'on reprendra avec un autre bloc. J'ai parlé de Noah Dobson, je pense, en tout cas 2 des 3 derniers podcasts, là, j'ai dit que il m'impressionnait pas tant. Puis tout. Puis je persiste là-dessus. Je trouve qu'avec la rondelle, c'est pas un gars... Tu sais, pour un gars qui avait quand même marqué 70 points il y a 3 ans, là, je pense maintenant, dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas un talent... avec la rondelle qui saute aux yeux. Mais je dois le dire, là, parce que j'ai vraiment suivi les matchs canadiens dernièrement. Je le trouve quand même solide. Défensivement, écoute, il est pas... Écoute, il y a pas beaucoup de chiens, là. Mais il gagne sa bataille quand même. Il a un très bon bâton. Moi, je pense que c'est sa plus grande force, honnêtement. Là. Puis... à toutes les fois, tu te dis, bon, ben, regarde, c'est un jeu intelligent, là. Il a récupéré la rondelle, c'est bon. Fait qu'écoute, à 9.5, qu'est-ce que tu veux un gars qui a un bon bâton, tu sais? Je persiste. Disons que je suis pas encore complètement convaincu. Il m'a pas prouvé qu'il valait 9.5 millions. Ouais, mais avec le cap qui augmente, tu sais, ce contrat-là... Non, je comprends. Mais je voulais juste dire... Un petit shout-out à Dobson qui a bien joué dernièrement. Il a un bon bâton, puis il gagne ses batailles. Puis à l'inverse, Hudson, ça a été un peu plus difficile. Là. Fait que, regarde, bravo à Dobson.
qui joue bien défensivement dernièrement. Fait que c'est ça que je voulais dire. Je fais-tu mon quatrième avant de passer au prochain bloc? Ouais, vas-y, avec ton quatrième. Ouais, donc mon quatrième rang, j'ai Albert Smith, le défenseur letton qu'on a vu aux Olympiques et aux Mondiaux Juniors. Donc on en avait parlé précédemment un peu. Premier épisode, ouais. Défenseur 6 pieds 3, 205 livres. Il a joué cette saison à Jukurit dans la Liga en Finlande. Il a récolté 6 buts, 7 passes, 13 points en 38 matchs. Cependant, en ce moment, il joue en Allemagne. La saison en Finlande a pris fin assez tôt. Donc, son équipe lui a fait un prêt pour qu'il ait joué dans la DEL en Allemagne. Donc, il finit sa saison là-bas. Mais moi, Smith, je l'adore. Je l'aime beaucoup. J'aime la manière qu'il joue. C'est un défenseur gaucher. Donc, les droitiers sont plus populaires. Mais pour moi, comme Verhoff, c'est le potentiel d'être un premier défenseur. Moi, je trouve qu'il joue comme... Il a pas le même gabarit, mais je trouve qu'il joue comme Victor Hedman. Quand avec la rondelle, bon offensivement, mais il créera pas d'attaque genre tout seul. Mais je le vois être un corps arrière de powerplay. Il distribue bien la rondelle. Son patin est très fluide. Il patine très très bien pour son gabarit. Puis... ça c'est 3-205 qui est pas petit. Là, tu dis, il n'y a pas le même gabarit qu'Edman. Non, mais Edman fait 6 pieds 7. C'est ça. Mais il est pas petit. C'est un défenseur solide, bon défensivement. C'est un défenseur, tu restes à... Compare ça à Verhoff, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Pour moi, leurs planchers sont similaires, c'est des défenseurs qui vont jouer dans la Ligue nationale. Smith, tu l'as vu jouer aux Olympiques, il avait pas l'air fou. Il jouait avec l'équipe lettonne qui n'était pas nécessairement dominante, mais il s'est bien débrouillé. Pour moi, je le vois jouer dans la Ligue nationale dès qu'il pourrait jouer dès l'année prochaine. Comme Verhoff, ou vu que Verhoff son jeu défensif est moins peaufiné. Exactement. Je verrais Verhoff jouer une autre année dans la NCAA. Mais moi, j'ai pris Verhoff avant Smith. Un, parce qu'il est droitier, mais deux, parce que je trouve que le potentiel offensif de Verhoff est plus intéressant que celui d'Albert Smith. Verhoff, il a le potentiel de marquer 20 buts, il a le potentiel de bon quarterback de powerplay, comme je vais le comparer un peu à Evan Bouchard en avantage numérique. Il bouge bien la rondelle, puis il est dangereux d'en haut, ils sont lancés. Smith, un peu moins dangereux lui-même, mais pour moi, quand je vois Smith sur la position, c'est tellement calme, tu vois qu'il calme l'attaque, t'es pas inquiet quand t'as Albert Smith ça passe souvent. Fait que moi c'est des traits de premier défenseur. C'est un peu le même style de McKenna, Stenberg, Verhoff, Smith, dans le sens qu'il y en a un qui est peut-être plus complet, dont le jeu est plus peaufiné, mais moins flashy, plus mature aujourd'hui, mais il y en a un autre envers qui t'as plus confiance sur le long terme, c'est un peu ça. Ouais, exactement. Mais moi, le plafond de Smith est un peu plus bas que celui de Verhoff, mais son plancher il est très très haut. Il est plus haut que Verhoff, tu penses? Je dirais. C'est assez similaire parce que Verhoff, avec son gabarit, puis c'est un bon joueur de hockey. Son hockey IQ il est bon, ça lui permet de mieux se développer. Donc je pense que le plancher des deux est assez élevé. Je dirais que celui de Smith est un peu plus élevé. Mais les deux vont jouer en Ligue nationale selon moi, puis c'est juste que Verhoff a un peu plus de potentiel offensif. OK. Hey Madani, on prend une courte pause, puis on revient avec le deuxième bloc. Merci beaucoup. On est de retour à DG de Salon, Madani. Tu avais complété ton top 4. Ouais. Alors on rappelle, McKenna, Stenberg, Verhoff et Albert Smith. Ouais. Vas-y avec ton cinquième choix. Ouais. Donc mon cinquième, il est dans le même range que le 3-4, mais il joue pas à la même position. Je suis allé avec Caleb Malhotra, attaquant au centre, 6 pieds 2, 183 livres. Il a joué à Brantford dans la OHL, où il a récolté 29 buts, 55 passes pour 84 points en 67 matchs. Ouais. À BU. Ouais. Non, à Brantford dans la OHL. Ah, ok, excuse. Ouais, ok. Oui. Il est commit à BU pour la saison prochaine. C'est ça, ouais. Ok. Ouais. Je veux juste... En tout cas, juste avant que tu me parles un peu plus de Caleb Malhotra, te souviens-tu, moi j'avais écouté le défi des espoirs. Ça, c'est un match qui oppose les meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey au programme national de développement américain, là, l'équipe de U18. Ouais. Je t'avais écrit... USHL, U20. L'équipe junior. Non, je pense que c'est l'équipe... L'équipe Canada? Non. Les Américains? Le défi des espoirs. C'est U18? Je pense que oui. Ah oui, l'équipe de développement américain. Oui, c'est ça. L'équipe de développement américaine U18. Le NTDP. Ouais. Fait que, en tout cas, je t'avais écrit à ce moment-là. Je venais d'écouter ces deux matchs-là.
Puis, qu'est-ce que je t'avais dit? T'en souviens-tu? Tu m'avais souligné que tu avais beaucoup aimé Caleb Malhotra et Mattis Preston. Ouais. Effectivement. Je t'avais dit que Caleb Malhotra, Mattis Preston, je figure qu'il sera pas dans ton top 10, mais moi, en tout cas, j'aurais aucun problème à sélectionner Mattis Preston. Non, il est pas aussi. dans mon top 10. Moi, ces deux-là, je les ai vraiment beaucoup aimés. Bon, moi, je dois dire que, tu sais, les Verhoff, les Albert Smith, je les connais moins parce que, bon, c'est des joueurs qui jouent dans la NCAA, puis l'autre, il joue quand même en Europe. Ouais. Faudrait que je peaufine un peu mon analyse de ces joueurs-là. Mais en ce qui concerne les espoirs, on va dire... de la CHL. Oui, c'est ça, de la Ligue canadienne de hockey. Là. J'avais beaucoup aimé pas Matt Cullen, mais Wyatt. Colin, qui est un choix, je pense, de pour fin, le NTDP, fin de première ronde. Ben, je l'avais trouvé bon, c'est ça. Il projeté 27e, projeté 27e, c'est ça. Je l'avais beaucoup aimé aussi. Mais en tout cas, moi, Caleb Malhotra, j'avais hâte que tu en parles. Tu sais, moi, je vais te dire vite mon analyse. Moi, je trouve... Écoute, il y a des mains exceptionnelles. Moi, il m'a vraiment surpris. Je l'adore. Puis il est extrêmement complet, là. Sérieusement, ce gars-là a... une intelligence, tu sais, sur la patinoire, il sait où se placer. C'est un gars qui est déjà très mature. Tu sais, en tout cas, tant qu'Aton projette qu'il pourrait sortir 4e. Non, moi, je serais pas surpris qu'il sorte 3e non plus. Écoute, je trippe dessus. Puis à ce moment-là, je pense que, tu sais, en tout cas, on voyait en lui un choix de fin de première ronde. Puis je t'avais écrit, j'ai dit, moi, Caleb... je le trouve fort. Je trouve ça à coche. Fait que tu Caleb, l'as vu venir. Moi, j'ai adoré Caleb. Puis lui, c'est sa progression qui était exceptionnelle. L'année passée, il était projeté, sorti vers la 2e ronde avant le début de la saison. Saison exceptionnelle offensivement. Il joue dans une équipe des Bulldogs de Brantford qui est extrêmement forte. La ligne de centre consiste de Caleb Malhotra, de Jake O'Brien, qui est un centre top 10, qui était un choix top 10 à l'année et Jet Luchenko. Kraken, je pense, Jake O'Brien. Ouais, puis Jet Luchenko, qui est un choix des Flyers, qui a joué des matchs en Ligue nationale. C'est un choix de première ronde. Ouais. Qui a joué deux années, deux participations au championnat mondial junior. Ouais, puis il a joué dans la Ligue nationale dès sa saison de 18 ans. Ça n'a pas bien fonctionné de retour en OHL. Il fait bien, mais Malhotra, il réussit à trouver des minutes malgré cette ligne de centre-là qui est tellement forte. Il réussit à produire. 84 points. Pour moi, Caleb Malhotra, c'est le seul attaquant. C'est le seul centre qui a le potentiel d'être un premier centre dans la Ligue nationale, dans ce repêchage-là. C'est de loin le meilleur centre du repêchage. Ah ouais, de loin le meilleur centre. Parce qu'on entend beaucoup parler aussi de Tynan Lawrence. Ouais, Tynan Lawrence est dans mon top 10. Je vais en parler un peu plus tard. C'est pas un premier centre. Mais pour moi, il n'y a pas le potentiel d'être un premier. Oui, il pourrait, mais je le projette pas comme. Je projette pas son ceiling comme être un premier centre d'une équipe qui gagne la Coupe Stanley. Caleb Malhotra a ce potentiel-là. T'as-tu une comparaison pour Malhotra? J'essaie de penser vite. C'est le fils de Manny Malhotra qui a joué pour le Canadien de Montréal. Spécialiste des mises au jeu. Écoute, Mais j'ai pas sorti de comparaison pour Caleb Malhotra quand j'ai fait ma liste. Mais c'est un joueur offensif brillant. Je parle d'amour avec Caleb Malhotra. Moi aussi. Parle de play driver. Là. C'est lui qui crée l'attaque pour son trio. C'est lui qui va créer l'attaque. Non, il y a des mains, il y a une vision. Puis ils sont patins, ils patinent. Il est 6 pieds 2. Ouais, il a un bon frame. Ouais, vraiment. Il y a 17 ans, là, ça va se remplir ce frame-là. Exactement. Puis moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est son intelligence. Son QI. Puis c'est ça, j'ai lu des choses sur lui, puis tout le monde. Caleb Malhotra, c'est consensus top 5 rendu là. J'adore Caleb. Mais moi, j'ai rien à dire. En tout cas, je le prendrais 3e, là. Mais moi, je serais pas surpris. Ouais, c'est ça. C'est juste que les défenseurs, ils valent peut-être un peu plus, mais quoi que c'est un centre. C'est une bonne année de défenseur, puis c'est une moins bonne année pour les centres. Moi, je serais pas surpris. Non, si tu mets. Si tu veux faire un mock draft, ça dépend des équipes qui sont là, mais tu regardes. Tu penses-tu qu'il pourrait sortir avant Stenberg? Mais si on s'imagine un club qui a vraiment un besoin pour un centre, considérant que les centres. Je serais pas surpris. Je ferais pas ça si j'étais l'équipe, mais je serais pas du tout surpris. C'est un centre énormément de potentiel, puis il fait que s'améliorer, puis c'est pente ascendante. Tu regardes un gars comme Beckett Seneki qui est sorti 3e au total, mais qui était pas du tout projeté de sortir là, il était projeté dans le 15, puis il avait commencé la saison, il était pas projeté en première ronde. Puis il regarde les équipes, il regarde les joueurs qui s'améliorent. Il voit la progression, puis il dit ça va continuer. Puis on l'a vu avec Beckett Seneki, une saison de recrue exceptionnelle. Absolument. Moi, je vois le même genre d'ascension de Caleb Malhotra, même s'il est déjà projeté dans le top 5. S'il sort 2e, comme tu dis,
je serais pas surpris. Moi, j'adore. En tout cas, moi, j'ai rien à dire à part que c'est ça. Je le regardais jouer, puis c'était le capitaine de l'équipe de la Ligue canadienne de hockey. Et c'était le joueur le plus dominant, là. Et je veux dire, il n'y avait rien à dire à part, OK, ben, quand ce gars-là est sur la glace, on fait attention, là. Parce que c'est un gars. Tu sais, quand on parle de gars qui sont capables de driver le jeu. Ah, mais c'est ça que je dis. Il a toutes les capacités de faire ça, puis il le fait dans une équipe qui est loadée à Brantford. Pour moi, Caleb Malhotra, le potentiel est un bon premier centre de la Ligue nationale. Ouais. OK, parfait. OK, je suis d'accord avec celle-là. Bon. Fait que ça, c'était mon 5e. Ouais, donc ça, c'est mon top 5. Après, pour moi, ça prend une petite coche en dessous. C'est pas au même niveau. Carson Carrells, c'est lui que j'ai pris 6e au total. Moi, j'adore Carson Carrells. Excellent défenseur, il a bien fait au Mondiaux Junior. Il est un défenseur intelligent, très bon patin, à 6 pieds 2, 194 livres. J'ai été vraiment surpris quand j'ai vu qu'il pesait 194 livres. Moi, dans ma tête, il avait un plus petit frame que ça. Ah ouais. Mais excellent frame pour un défenseur. Il a évolué à Prince George dans la WHL. Il a fait 73 points, 20 buts, 53 passes en 58 matchs. Donc, une excellente saison offensive. Je crois que la WHL n'est pas reconnue pour être une ligue très défensive. Donc, beaucoup de taux de points élevés dans cette ligue-là. Mais c'est à faire attention, les statistiques, surtout de défenseurs. On regarde un gars qui a une saison extraordinaire là, en défense, puis on est comme, oh mon Dieu, c'est vraiment un talent offensif. Tu regardes Bryce Pickford, c'est ça. C'est à faire attention, là, parce que c'est très ouvert. Tu vois beaucoup de 7-6 puis le jeu est ouvert gros score dans la WHL. Mais moi, je l'aime beaucoup parce qu'en tout cas, il avait joué dans ce match-là, ces deux matchs-là là, du duel des espoirs. Là. Puis pour moi, c'était le meilleur défenseur. Là. Meilleur que Chase Reed, dont on entend beaucoup parler. Moi, puis je suis content un peu que tu vois Carrolls devant Reed. J'ai regardé beaucoup de listes avant de faire mon ranking. Il est tout le temps Carrolls derrière Chase Reed. Moi, j'ai regardé un match au complet de Chase Reed. J'ai pas eu la chance de faire ça pour beaucoup de joueurs, mais j'ai regardé un match complet de Chase Reed. Puis Chase Reed, je l'ai mis 7e. Il est juste derrière Carson Carrells pour moi. C'est un défenseur qui a un bon potentiel. C'est ça. Mais moi, je vois pas Chase Reed avoir le potentiel d'être un premier défenseur national. Carson Carrells, je le vois pas autant que Smith et Veroff avoir le potentiel d'être le bon premier défenseur. Mais je vois Carrells être un défenseur de top pair. Il patine tellement bien. Ouais, moi, c'est son patin qui est très fluide. Chase Reed aussi, là, il a quand même un bon patin. Puis il a plus de potentiel offensif que Carrolls, là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on le place devant Carrolls. C'est un gars qui a plus cette capacité-là de monter la rondelle, de supporter l'attaque que Carrolls, je trouve. Mais Carrolls a moins de flair offensif, quoique ses statistiques, il est le contraire. Mais moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que Reed a l'air d'avoir plus de traits offensifs. Quoique moi, je ne projette pas Chase Reed être un défenseur offensif dominant dans la Ligue nationale. Je pense qu'il va être solide. C'est beaucoup pour ça. C'est un bon défenseur. Il y en a qui le valorisent, quand ils se disent en tout cas, qu'ils le voient très haut dans leur liste, ils se disent c'est un défenseur droitier en tout cas, moi je pense qu'il y a quand même un peu cette capacité de driver le jeu en lui, là, je te trouve quand même un peu sévère là. Envers Chase Reed. Moi, je trouve qu'il y a des lacunes. C'est comme si son jeu est pas peaufiné, il est pas mature. Mais il y a peut-être un... Moi, je serais pas... j'aurais le goût de dire, je pense qu'il y a un plafond plus élevé peut-être que Carrolls. Moi, je suis pas en désaccord nécessairement. Je pense que Chase Reed et Carson Carrells ont potentiel d'être un défenseur de top pair. Je vois plus Chase Reed être un bon défenseur de deuxième pair, tandis que je vois Carson Carrells être un défenseur de première paire. Mais Chase Reed, pour toi, il sera pas dominant dans offensivement. C'est plus ça, moi, en tout cas. Mais je comprends. Mais moi, je pense que son jeu offensif est meilleur que son jeu défensif. Carson Carrells, il a une meilleure chance de bien translate. S'intégrer à la Ligue nationale à cause de son patin. Il est tellement bon. C'est un des meilleurs patineurs du repêchage. Là. À la défense, certainement. Puis Chase Reed, je vais dire, 6 pieds 2, 187 livres. Donc, c'est un frame qui est similaire à Carson Carrells. Je crois qu'il joue un peu plus gros. Il jouait à Sioux dans la OHL. Il a fait 48 points, 18 buts, 30 passes en 45 matchs cette saison. Donc, ce qui est bien, là. C'est bien pour la OHL. C'est pas une production offensive exceptionnelle, mais c'est solide. C'est le premier défenseur de son équipe.
il a bien fait, mais moi, le match j'ai regardé, j'ai trouvé qu'il était un peu nonchalant défensivement. Ouais, moi aussi, c'est ça. Puis j'ai pas... Ça me décevait un peu, puis pour ça que tu regardes des gars comme Carroll, Smith, Veroff, qui a beaucoup plus de potentiel offensif que Reed, je peux pas vraiment justifier de prendre Chase Reed avant ces gars-là. Mais je pense que il y a probablement aussi... En tout cas, ce qui pèse dans la balance, probablement, c'est qu'il est droitier aussi. Ah, c'est sûr que c'est plus intéressant que Carson Carroll qui est gaucher. Donc, une équipe qui a vraiment besoin d'un défenseur droitier peut voir la différence entre Reed et Carroll puis dire que c'est tellement similaire que je vais aller avec mon besoin qui est un défenseur droitier. Moi, je trouve que Reed est inférieur à Carroll, même si, pour moi, il y a un plafond, en tout cas, un potentiel offensif plus élevé. C'est ça. Son jeu défensif est moins peaufiné. Puis il y a un peu des fois ce côté nonchalant. Ouais. Je le sens aussi plus facilement. Tu sais, vu que son style de jeu est plus offensif, on dirait que ses performances vont varier un peu plus que les performances de Carroll. Carroll, pour moi, c'est comme une valeur sûre, un gars un peu plus stable, tu sais. Dans le défi des espoirs, ou je pense que c'est ça, le défi, j'avais dit le duel tantôt, mais je pense que c'est le défi des espoirs. Tu sais, il y a quand même beaucoup de pression. C'est un des matchs, c'est une des opportunités importantes de la saison, là, en ce qui concerne le repêchage. Il y a un paquet de recruteurs qui sont là. Puis, tu sais, Carson Carroll, il était très calme, puis encore une fois, bon, il profitait du fait que son patin est exceptionnel, puis il jouait de manière un peu plus fluide, de manière un peu plus simple, mais il paraissait très bien. Chase Reed, je le sentais nerveux, je sentais qu'il essayait d'en faire peut-être un petit peu trop, puis pour moi, ça le nuisait. Fait comme je te dis, c'est comme si ça me semble être un gars dont les performances vont plus varier. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir un plafond plus élevé que Carroll, mais un plancher plus bas aussi. Mais moi, l'affaire avec Chase Reed, c'est peut-être juste une affaire dans ma tête, mais moi, il me fait vraiment penser à David Jiricek à son année de repêchage. Puis Jiricek a eu énormément de misère, qui n'est pas capable de s'établir dans les nationales. Donc moi, j'ai peut-être un peu peur là-dedans. Okay. Chase Reed, je trouve quand même que c'est un excellent joueur. Je l'ai mis 7e dans ma liste de repêchage. Moi, je le trouve bon. C'est un choix top 10 consensus, c'est sûr. Mais... Moi, je le trouve bon. Moi, je tripe vraiment sur Carson Carroll. Puis comme je te dis, Veroff puis Albert Smith, faudrait que je les regarde un peu plus. Mais je trouve que Carroll, tu sais, on sait à quel point le patin est important dans la Ligue nationale de hockey. Moi, Carroll, il me fait penser à Miro Heiskanen. C'est pas nécessairement le même niveau de talent offensif ou de... pas le même niveau de points que Heiskanen, mais moi, je le vois... Quand il bouge, je me rappelle un peu à Miro Heiskanen, puis pour moi, il bouge vraiment bien, mais c'est pour ça, tu sais, parce que tu as parlé de Veroff, envers qui on a des doutes sur concernant le patin, là. Ouais. C'est pas un mauvais patineur mais en tout on sens, sait que le patin, c'est pas le meilleur patineur. C'est un critère important, le patin. Est-ce que tu vois un monde où il pourrait un peu chuter au BC ou être sélectionné plus tard dans le repêchage à cause de ses lacunes ou son coup de patin qui laisse à désirer? Non, parce que il est droitier. Deux, son gabarit est exceptionnel. Puis quand même, tu vois toutes les flashs de potentiel offensif avec Veroff. Moi, je pense que son patin, il est loin d'être mauvais. C'est juste pas, son patin, il n'est pas nécessairement calibre premier défenseur, calibre top pair en ce moment, mais il y a du temps. Une autre saison à NCAA, ça peut changer. Toi, tu as dit Albert Smith puis Veroff peuvent être des premiers défenseurs. C'est ça? Je les vois. Carroll aussi, je trouve qu'il a le potentiel, mais je le verrais. Je serais plus surpris. Un deuxième défenseur, puis Chase Reed, un troisième. Mettons. Je vois Chase Reed a le potentiel de jouer sur une top pair, mais je le projetterais pas comme défenseur de top pair comme je ferais avec Smith puis Veroff. Ouais, ok, parfait. Passe au prochain. Là, celui-là, on est au combienième? On est rendu au 8e rang. Okay. Donc, au 8e rang, moi, mon 8e prospect préféré, c'est Tynan Lawrence. Okay. Donc, on en a parlé un peu. Centre, 6 pieds, 185 livres. Il a commencé la saison à Muskegon dans la USHL, où il était capitaine. Il a inscrit 10 buts, 7 passes pour 17 points en 13 matchs. Ensuite, c'est dans quelle ligue, ça? USHL. Okay. Donc, il a commencé un peu lentement. Il a été blessé au début de la saison. Il a joué 13 matchs. Puis ensuite,
à Noël, dans la mi-saison, il est parti dans la NCAA. Il est allé à BU où il a encore une autre fois commencé lentement. En 18 matchs, il a fait 2 buts, 5 passes pour 7 points. Mais Tynan Lawrence, il a le potentiel offensif. C'est un bon joueur offensif. On l'a vu dans USHL. Ça a commencé lentement dans la NCAA, mais c'est un gars qui fait toutes les choses de la bonne façon. C'est un joueur, il joue au hockey de la bonne façon. Il est un joueur de 200 pieds, il travaille fort, il grind, comme on dit. Ouais. Puis la seule affaire qu'il n'a pas nécessairement comparé aux autres gars devant lui, c'est. Moi, je trouve pas qu'il a les mains. Il y a le playmaking nécessaire pour être un premier centre. C'est un joueur de centre, je n'ai pas mentionné. Oui. C'est un joueur de centre. C'est peut-être ça, parce que pendant longtemps, c'était lui, il était perçu comme étant le meilleur 4, centre du repêchage, et on pensait qu'il pourrait être repêché plus haut à cause de cet avantage positionnel-là. Ouais. Mais moi, je trouve que Caleb Malhotra a creusé une grosse différence entre lui et Tynan Lawrence. Le potentiel offensif entre les deux, pour moi, Malhotra est loin devant. Défensivement, les deux sont similaires. Les deux sont des joueurs qui sont bons sur 200 pieds. Mais moi, j'aime beaucoup Tynan Lawrence comme un potentiel deuxième joueur de centre. Un gars qui est capable de faire 60 points. Mais c'est pas nécessairement driver son trio. C'est pas un joueur que je veux voir comme meilleur joueur de son trio. Je comprends. C'est un bon joueur offensif, mais c'est quand même le deuxième meilleur centre du repêchage. C'est un excellent joueur. Moi, j'aime beaucoup cette année. Absolument. Je jouais dans la projection, il y a Daxon Rudolph qui est projecté 8e en WHL. Moi, j'ai pas été. Je peux pas dire que j'ai été impressionné de ce que j'ai vu. Moi, je l'ai pas mis dans mon top 10. Il est certainement dans mon top 15. C'est un bon joueur, mais il y a d'autres joueurs que je prends avant lui. Je vais passer à mon 9e choix. Mon 9e choix, moi, j'avais. J'ai peur que tu me nommes un nom, là. Je vais t'en nommer un que tu vas pas aimer, je pense pas. Peut-être pas, je suis pas sûr, mais tu regardes pas, là. Non, j'ai aucune idée, mais j'ai peur. Au 9e rang, j'ai pris. Je prendrais Viggo Bjork. Ok, c'est correct. Joueur suédois, 5 pieds 10, 172 livres. Donc ça peut être un peu inquiétant. Il joue au centre. Il est capable de jouer à l'aile, il joue au centre ou à l'aile. Il a évolué comme son camarade suédois Stenberg dans la SHL pour Djurgårdens. Il a inscrit 6 buts, 9 passes pour 15 points en 42 parties. Moi, Viggo Bjork, je vois un joueur extrêmement intelligent. Tout le monde parle de lui, j'ai lu beaucoup sur lui. Son hockey IQ, pas de sens. C'est un joueur tellement intéressant. On l'a vu au Mondial Junior, il a très bien fait. Il est dominé contre du monde qui était plus vieux que lui. La seule inquiétude pour lui, la seule raison qu'il n'est pas plus haut, c'est son gabarit. C'est 5 pieds 10, 172 livres, mais comme les joueurs, les joueurs qui sont plus petits, ils travaillent fort. Il y a du chien. Moi, je suis pas inquiet. Il joue gros. Je suis pas inquiet pour lui dans la Ligue nationale. De plus en plus, on va voir ça quand même. Tu regardes juste Lane Hudson qui a du chien, il est petit, mais il trouve, il trouve une façon de tirer son épingle du jeu, puis pas à peu près. Compare-moi ça peut-être à Victor Eklund. Pour moi, il me fait avoir ça à Victor Eklund. J'avais pas envie de faire la comparaison avec lui parce qu'il n'a pas encore joué à la Ligue nationale. Mais c'est un petit joueur qui a du chien. Moi, je préfère Viggo Bjork à Eklund. Tu l'aimais beaucoup, Victor Eklund. J'aimais beaucoup Victor Eklund. Je l'avais dans mon top 10 l'année passée. Il est sorti 16e. Mais Viggo Bjork, je l'aime plus. D'un, c'est un centre droitier, mais je le trouve encore plus intelligent que Victor Eklund. Victor Eklund a du chien, Viggo Bjork a du chien aussi. Puis c'est un joueur qui est créatif offensivement aussi. Il a juste fait 15 points, mais il jouait contre des hommes. On l'a vu son potentiel offensif au Mondial Junior. Pour moi, Viggo Bjork, je le vois comme un joueur top 6. C'est pas nécessairement le meilleur repêchage. Moi, je trouve pas que le repêchage est très profond. Je pense qu'après, t'as le top 5. Paul Carroll, il était bon, mais après, moi, je trouve que ça commence à être. C'est pas du top-end talent. C'est potentiellement normal. Mais parce que on commence dans le 10e rang, mais. Xavier Villeneuve, je sais qu'il est pas, je figure qu'il sera pas dans ton top 10. Il est pas dans mon top 10, il est pas dans mon top 15 non plus. Oui, mais c'est un gars qui a un plafond élevé par contre. En tout cas, je fais juste une parenthèse. Tu regardes, Lane Hudson, qui est sorti 62e. Mais Lane Hudson, il avait du chien, puis on l'a vu même quand il jouait junior. Là. Lane Hudson, il travaillait fort à toutes les secondes. Xavier Villeneuve, il a le potentiel offensif. Ouais, c'est ça. Mais défensivement, son engagement. Il a du chien, mais juste quand il y a la rondelle sur sa palette. Tu peux ne pas être bon défensivement, mais faut que tu le veuilles. Il faut que tu aies de l'effort. Il est désengagé. Il est vraiment mou défensivement. Mais offensivement, par contre, on dirait qu'il y a une flip, une switch qui flippe dans son cerveau. Il y a une saison qui était quand même décevante. Vraiment plus. Statistiquement, cette saison, pour les clubs qu'il y avait à Blainville, sa saison était. J'ai pas les statistiques devant moi, je sais pas si tu les as, mais pour moi, ça a été décevant.
Ouais, ok. Ben, il y a 38 points à 37 matchs à Blainville-Boisbriand. Pour un joueur qui est purement offensif, moi, c'est ça. Non, je comprends. Moi, je l'avais trouvé... Bon, clairement, son talent offensif avait ressorti dans ce duel-là des espoirs, mais vraiment, il était tellement nonchalant dans la zone défensive que ça a fait en sorte que j'étais pas complètement convaincu. Encore une fois, est-ce que c'est un gars que tu peux bien encadrer? Est-ce qu'il y a moyen de peaufiner ça? C'est sûr peut-être? que son potentiel, son plafond est haut. Ouais, ce gars-là, quand il décide de patiner et de créer un jeu, il est dur à arrêter. Là, honnêtement, il prend la rondelle puis il drive le jeu, ce que j'apprécie. Mais après ça, il y a des erreurs de positionnement. Il va se retrouver en arrière de la ligne de but du filet adverse là, parce qu'il veut supporter l'attaque. Logan Mailloux, là, on sait que ça allait mieux là, avec les Blues. Là. Mais en tout cas, ce qu'on reprochait à Mailloux, c'était pas son talent, mais c'était son manque d'intelligence sur la patinoire, son manque de QI. Je pense pas que c'est un problème pour Villeneuve, son QI en tant que tel. Non, mais je trouve qu'il y a des erreurs de positionnement qui viennent pas nécessairement d'un manque de QI hockey, mais plus... Moi, c'est un manque de volonté. D'un manque de volonté, c'est ça. Exactement, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas Villeneuve dans mon top 15. Je serais pas du tout surpris qu'il sorte du top 20. C'est un joueur qui va potentiellement être vers la fin de la première ronde juste à cause de son désengagement défensif. Ça va inquiéter les équipes, c'est sûr. Non, moi, ça m'a donné un peu l'impression, je vais utiliser une métaphore, c'est comme si, ou une mise en situation, pour moi, c'était un peu comme si il allait jouer au hockey dehors. Ouais, au parc. ODR, là, comme on dit. Là. Il s'en va jouer dehors. Il a un peu plus de talent que tout le monde. Il peut essayer de transporter la rondelle, supporter l'attaque. Puis là, pour revenir après, c'est correct. Puis des fois, il va le faire parce qu'il est plus rapide un peu que... il est plus rapide que la moyenne. Là, puis il était plus rapide que la majorité de ces espoirs-là dans la Ligue canadienne de hockey, dont presque l'entièreté des joueurs finalement vont être repêchés au premier tour là, de cette équipe-là. Il était plus rapide qu'une méchante gang de ces joueurs-là. Mais c'est ça, le manque d'engagement, le manque de volonté est fatigant. T'es sur le plus grand stage pour ton année de repêchage, ça tente pas plus que ça. Défensivement. Ça dit quoi? En tout cas, ça pourrait être le genre de gars, quand on fait un re-repêchage, je serais pas surpris qu'il rentre dans le national puis qu'il mette des stats, mais moi je suis inquiet, puis il y a plusieurs joueurs, surtout dans le top 10, que je prendrais avant lui. Ouais. Mais c'est un gars qui pourrait surpasser son rang de sélection. Surtout s'il glisse. Là. Ouais. Mais en tout cas, je suis d'accord. Moi, je trouve que, en tout cas, offensivement, quand il flippe la switch, c'est la définition d'un plancher qui est bas puis d'un plafond qui est haut. C'est les deux extrêmes pour lui. Il y a un monde où il joue jamais dans la Ligue nationale, puis il y a un monde où il devient un genre de Lane Hutson. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais en tout cas, faut. Parce que Lane Hutson, il est jamais désengagé. Là. Non, jamais. Puis défensivement. Il en fait des erreurs, là, mais il veut toujours. Là. Ben écoute, il est quasiment plus engagé dans la zone défensive que dans la zone offensive. Il y a du chien, il fait une erreur, là, puis écoute, sur son back-check, il niaise pas. Là. Fait que c'est un peu. C'est ça. Ça me donne l'impression que Villeneuve se croit un peu au-dessus de la mêlée parce qu'il a plus de talent que les autres. Ah, c'est clair. Puis là, des fois, ça fait qu'il se laisse un peu. J'ai hâte de voir il sort où parce que pour moi, c'est vraiment. Il y a une équipe qui peut vraiment l'aimer puis peut le prendre 10e au total. Ben oui, c'est ça. Puis il y a la même chose qui sorte. Je dirais pas qu'il n'y a aucune chance qu'il sorte de la première. Je pense pas qu'il va sortir de la première ronde, mais il pourrait glisser vers la fin de la première ronde. OK. Finis ça avec ton 10e. Mon 10e, c'est un joueur dont on a parlé un peu. J'espère que c'est pas le nom que j'ai en tête. Là. C'est quoi le nom que t'as en tête? Moi, je veux pas que tu me parles de Ethan Belchez. Non, c'est pas Ethan Belchez. Je n'aime pas à tout Ethan Belchez. Moi non plus, j'aime pas particulièrement Ethan Belchez. 6 pieds 5, 227 livres. Il y a tout pour que je l'aime, à part que ce gars-là manque tellement de chien, il manque de main, il m'impressionne pas du tout. Bon, mais moi, j'ai pris un joueur d'un gabarit similaire. Il y avait des conversations entre Belchez et lui beaucoup l'année passée comme choix top 5. Mon 10e au total, c'est Ryan Rubrek. Qui est projeté en ce moment d'être vers la fin de la première ronde. C'est ça, là. Il était précédemment projeté. Même à l'extérieur. Greg Button, il a 47e sur sa liste. Moi, je l'ai 10e. Il est même pas dans la première ronde de Tankathon, je pense. Je pense qu'il était 23e.
Ah, il est 23e. Ah, oui. À Boston, ça ferait un bon fit. Fait que Ryan Rubrick, c'est un attaquant qui il joue à l'aile, il joue au centre, il joue principalement à l'aile. 6 pieds 4, 216 livres. Il joue à Niagara dans la OHL. Cette saison, il a 30 buts, 28 passes pour 58 points en 49 matchs. Moi, ce qui m'a plus impressionné, c'est la saison dernière, il a fait 41 buts, 46 passes pour 87 points en 64 matchs dans son année draft -1. Donc l'affaire qui pourrait inquiéter les recruteurs de la Ligue nationale, c'est le manque de progression. C'est ça. C'est le manque de progression à son jeu. L'année passée, il était projeté top 5. C'est ça. Il était projeté ça top joue 5. pour beaucoup la progression. Là. Puis Ah, t'en as parlé avec Malhotra. Ouais. C'est sûr que ça va refroidir certains recruteurs. Mais moi, avec les autres noms qu'après, je trouve pas que le repêchage est particulièrement profond. Ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont regretter d'avoir passé sur un gars comme Ryan Rubrick. Okay. C'est 6 pieds 4, 216, excellent offensivement. Il a des bonnes mains, son lancer est foudroyant. Son patin il est pas parfait, il n'y a pas une accélération qui est particulièrement rapide, mais son top speed il est rapide. Tu le vois prendre sa vitesse, il est capable de déborder les défenseurs. Il n'est pas reconnu pour ça, puis c'est quelque chose qu'on lui reproche un peu, c'est son accélération, qu'on aimerait voir. Mais un gars de 6 pieds 4 avec un potentiel offensif de même, Slavkovski est sorti premier au total. Les équipes, ils voient des joueurs comme ça. Ouais. Puis ils veulent pas s'en passer. Moi, je suis d'accord avec ça. Un joueur de ce gabarit-là qui a le potentiel offensif, puis il est pas nécessairement le joueur qui a le plus de chiens. Il pourrait améliorer ça. Ouais, je pense qu'on a reproché ça beaucoup. La raison qui est ranké 47e sur la liste de Button, puis à l'extérieur de la première ronde sur certaines autres listes, c'est on l'a reproché son désengagement défensif qu'on vient de reprocher à Villeneuve. C'est ça. Mais c'est des affaires qui se travaillent. C'est une affaire qu'on a moins vu la saison précédente, son année de 16 ans. On dirait qu'il est comme tanné de jouer dans OHL. Mais moi, je vois tellement de potentiel pour Ryan Rubrick. Je vois comme un ailier de premier trio. T'sais. Son plafond est tellement élevé que il y a bonne protection de rondelle. Un ailier de premier trio. OK. Son plafond, je le projette pas nécessairement comme être ailier de premier trio, mais son plafond est absolument... C'est aussi haut que ça. OK. Ben écoute, c'est intéressant. C'est en tout cas, c'est une sélection qui me surprend parce qu'on en entend moins parler. C'est vrai que je pense que l'année passée, par contre, il était projeté top 5. Puis pour moi, on le voyait vraiment comme un espoir de premier plan. Il n'y a pas un gars que tu peux justifier de prendre avant lui avec le potentiel aussi élevé qu'il a. OK. Ben écoute, Madani, fort intéressant. C'est ce qui conclut le podcast. On essaye de les faire un petit peu plus court. Ouais. Alors, merci d'avoir... de t'être prêté au jeu, là, quand même. C'est pas facile de faire une liste des 10 espoirs que tu préfères. Puis après ça, on va regarder ça dans une couple d'années. Puis peut-être que tu vas te tromper. Fait que bravo c'est sûr, je vais me tromper. De t'être prêté au jeu. Puis d'avoir un peu pris le risque de te tromper. C'est pas tout le monde qui fait ça. Je salue ça. Puis par le fait même, je salue tout le monde qui nous a écoutés pour le podcast. Merci beaucoup pour votre écoute. Absolument. Puis on va se revoir dans un prochain épisode. Alors, merci la gang, puis on se reparle bientôt. Bonne journée. Bye.